Bonsoir. Donc pour notre troisième et dernière rencontre à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, donc autour du thème « La ville au prisme du genre » proposé avec Antonella Tufano. Donc nous avons le plaisir, après avoir évoqué la question des métropoles hospitalières, ensuite le thème de l'habitat égalitaire, nous allons aborder ce soir la question de l'urgence. Comment avoir une approche et une écoute singulière dans le contexte très contraint de la gestion de l'urgence. Mais avec nos invités, on va peut-être sortir du sujet, revenir au sujet, car on a trois invités avec trois parcours extrêmement différents. Je remercie le public d'être ici ce soir. Je remercie les spectateurs sur live Facebook. Et à chaque fois, je fais un petit clin d'œil aux copines à Dakar. Et je remercie l'association Ville, Architecture, Paysage, partenaire de ces rencontres. Et comme c'est la dernière soirée, je remercie, qui est en back-office, Anne Lagune et Florian, qui s'occupe de toute la technique, de nous assister dans ces soirées. Je passe la parole à Antonella, qui va introduire un peu plus en détail les thématiques qui vont être abordées. Alors, merci. Fiona a déjà introduit le thème. Ça sera l'urgence, traitée effectivement dans son sens premier, mais aussi peut-être dans le fait de devoir changer notre manière de faire. On le dit depuis la première séance, en effet, ce qui est fondamental, c'est vraiment opérer un tournant dans la manière de concevoir les architectures. Il y a urgence. Donc, on commence comme d'habitude par la présentation faite par les intervenantes elles-mêmes, et ça sera aussi l'ordre de la prise de parole. Donc, Marie Leroy. Donc Marie-le-Roi, à ne pas confondre avec Marly-le-Roi, qui est une ville située sur je ne sais quelle station du RER. Donc moi, je suis chargée de mission droit des femmes sur la ville de Saint-Denis. Donc chargée, ça, je peux être chargée. Et on parlait d'urgence. Eh bien, oui, cette question de l'égalité et des violences de genre, il y a vraiment urgence. Alors, mon travail, je vais en parler en quelques petites minutes, ou alors je passe le micro. Oui. Voilà, alors, ensuite, effectivement, ça sera Clara Jung. Peut-être c'est bien que Marie explique son travail, parce que Clara a un type de travail. D'accord. Et comme c'est pas un travail qui est... On innove. La dernière séance, vas-y, dis en un mot. Juste dans 3 lignes, quel est ton travail? Alors, j'ai 3 axes de travail. Donc, la prévention des comportements sexistes. Donc, je travaille avec le milieu scolaire, de la maternelle au lycée. Donc, je pourrais vous faire part de quelques expériences qui ont été menées autour de l'architecture, mais pas que, autour de l'invisibilité des femmes, qui est un grand sujet. J'anime un réseau de lutte contre les violences envers les femmes, avec tout un tas de partenaires, à la fois municipaux, mais aussi des associations, mais aussi des acteurs de santé, et évidemment le commissariat de la ville de Saint-Denis. Et je travaille sur une programmation, alors évidemment la programmation de la Journée internationale des droits des femmes, donc le 8 mars. D'ailleurs cette année on était sur ces questions de place des femmes dans l'espace public, qui est un sujet un peu récurrent, tout le monde s'y met, enfin, mais il faut s'y mettre un peu sérieusement. La journée du 25 novembre, qui est la journée de lutte contre les violences envers les femmes, et puis une programmation matrimoine, dans le cadre des Journées du patrimoine. Alors effectivement, ça a été lancé par HF. Il y a de plus en plus de collectivités qui s'y mettent. Et on propose des actions pour mettre en lumière les femmes sur le territoire, mais pas que. Voilà. Donc merci. Ensuite, Clara Jung, que vous connaissez déjà parce qu'elle nous a accompagnés en tant que facilitatrice graphique. Exactement. Clara Jung, designer social et illustratrice pour l'atelier Approche. Je développe donc plutôt, on va dire, designer de terrain. J'anime des ateliers pour approfondir des thématiques qui sont liées à l'urbanisme et à l'architecture. Illustratrice pour simplement rendre un compte-rendu graphique, ludique et facile d'accès pour des personnes qui ne parlent pas forcément français, ou même juste des enfants qui ne savent pas forcément lire, ou simplement pour que l'information soit mieux captée.
Donc voilà, j'approfondirai ça tout à l'heure lors de la présentation. Merci. Et Doina Petrescu. Je suis Doina Petrescu. Je suis prof d'archi en Angleterre à l'université de Sheffield. En effet, je suis professeur d'architecture et de design activisme. Et je pense que ça, c'est important de mentionner parce que c'est bien de porter parfois des titres comme ça pour encourager d'autres. Et après, je suis cofondatrice d'une pratique d'architecture, donc je ne dirais pas agence parce qu'on n'est pas agence, qui s'appelle l'atelier d'architecture autogéré, qui est plutôt une plateforme interdisciplinaire qui travaille sur l'architecture participative depuis plus de 20 ans. Je vais un peu parler de ça et montrer un peu une partie de notre travail. Et je pense que j'ai aussi la particularité d'avoir fait un doctorat en études féminines. Ça s'appelait comme ça à l'époque, avec l'Institut sur la question de dons dans le travail de l'espace. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup formaté pour tout le travail professionnel et aussi de prof que j'ai fait après. Donc, je vais peut-être reprendre ce fil. Ensuite. Merci. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais juste dire un mot sur le choix du titre. En effet, donc cette notion de chez soi, c'est vrai que normalement, ça renvoie à quelque chose qui est plutôt de l'ordre du confort. D'ailleurs, quand on regarde les expressions, il y a par exemple une association entre l'idée de chez soi et le home sweet home. Donc c'est vraiment quelque chose qui devrait être un lieu où se dégage le bien-être et le soin. Or, et là, quelque part, je profite de l'actualité. C'est vrai qu'au moment où il y a eu la pandémie, on a réalisé que ce chez-soi n'était pas ce lieu de bien-être, mais était très souvent le lieu où on subissait les violences. Et c'est de ça, je vais dire, il y a ce paradoxe, ça devrait être ce lieu où on retrouve la liberté, et finalement, c'est aussi le lieu où on peut rester cloîtré et victime. Et du coup, c'était intéressant justement de se situer dans cette tension, d'une part pour avoir un regard vraiment de terrain, pour voir comment on peut sortir de ces cas et comment, enfin, de ces situations particulières, et comment quelque part, au fur et à mesure, par un parcours, on peut retrouver l'autonomie et se retrouver, donc retrouver un chez-soi qui soit accueillant. Et puis, d'autre part, ça a donné lieu aussi, comme effectivement c'est une des questions qui nous intéresse, vraiment les cas concrets, il y a non seulement la question des femmes, mais pendant la pandémie, ça s'est révélé vraiment la question effectivement de la différence par les genres, car il y a eu beaucoup de cas où il y a eu une tension extrêmement forte avec les familles. Tout ce qui était jusqu'à là toléré ou tu, ça se dit en français tu pour dire terre, oui, voilà, avec mon accent, voilà. Là, c'était le chez-soi devenait le révélateur. Et du coup, ça a créé vraiment des choses extrêmement violentes et qui ont porté à imaginer comment accueillir aussi et créer un nouveau chez-soi pour on va dire, toutes les personnes qui en avaient besoin. Et pour nous, c'est intéressant, on le dit depuis le début, en effet, si on a cette entrée spatiale, c'est pour dire qu'on ne peut pas faire des choses formatées. Il faut à chaque fois que les expériences donnent lieu à des formes spatiales où on peut retrouver réellement ce qu'on appelle le chez-soi. Donc, je voulais juste dire une dernière chose, et puis je vous laisse la parole. Moi, j'aime bien l'expression chez-soi, ça vient de l'italien, en effet, ça vient
vient de l'expression casa, qui est effectivement la maison. Et donc il y a ce sens domestique avec une nuance qui, alors là pour le coup, je m'appuie sur le texte de Mona Chollet, Chez soi. Il faut quand même que la casa ne soit pas l'endroit où on fait le ménage. Et il y a même cette volonté de souillure qu'on pourrait prendre à Mary Douglas. Donc, quelque part, on est chez soi, mais on n'est pas esclave du chez soi. On retrouve vraiment la casa comme lieu d'expression. Et c'est ça, quelque part, l'objectif vers lequel on devrait aller. Et là où je crois que les architectes ont le devoir de se dire que voilà, c'est l'objectif. Ce n'est pas de correspondre à un critère, à des dogmes, à des esthétiques, mais c'est plutôt de créer les conditions dictée par les autres d'un bon chez-soi. Donc, je m'arrête là et je te laisse la parole pour démarrer. Alors, 20 minutes. Je voulais excuser, on a oublié de le faire, Catherine Lusco, qui bosse à l'Union sociale pour l'habitat, avec qui on a mis en place depuis plusieurs années des formations sur les violences envers les femmes pour les bailleurs sociaux. C'est essentiel. En fait, on se rend compte que là, tu parles du chez-soi, mais les violences conjugales, les violences intrafamiliales, elles ne se passent pas dans l'espace public. Il n'y a pas des violeurs comme ça à tous les coins de rue, même si on a des représentations très stéréotypées de l'agresseur dans le parking souterrain. D'ailleurs, toutes les femmes connaissent une sorte d'angoisse quand elles se baladent dans un parking souterrain. C'est lié aux romans policiers et aux films. Mais il n'y a pas un agresseur dans les parkings souterrains quand on va chercher sa voiture et c'est bien à la maison. Et donc, il nous a semblé essentiel d'associer les bailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a démarré à Saint-Denis ce travail avec l'Observatoire des violences envers les femmes, donc Ernestine Renet, pour ne pas la citer. Et de fait, l'Union sociale pour l'habitat, qui regroupe les 4 grandes fédérations de bailleurs sociaux, aujourd'hui mène un travail avec les bailleurs sur ces sujets-là. Comment on accompagne les femmes victimes de violences. En fait, pour avoir conscience des problèmes, il faut en discuter, il faut en parler. Et ce qui était très intéressant, on a travaillé avec Pleine Commune Habitat, qui est le plus gros bailleur de Seine-Saint-Denis. Enfin, c'est 12 000 logements sur Saint-Denis, 20 000 sur la Seine-Saint-Denis, peut-être même un peu plus maintenant. Et les gardiens se sont mis à témoigner. Et ils ont dit les choses en disant « mais nous, on ne sait pas quoi faire ». On ne sait pas comment les orienter. Quand on entend des cris, finalement, on se dit « oh oui, c'est peut-être une petite scène de ménage ». Et donc, cette prise de conscience qui a démarré finalement au niveau local nous permet maintenant de travailler de manière plus globale, c'est-à-dire au niveau national. Et de plus en plus de bailleurs sociaux s'occupent de tout ça. Alors vous faites de l'architecture. Moi, j'ai envie de dire, il se passe des trucs bizarres. Par exemple, on supprime les lieux collectifs. C'est des conversations qu'on a eues il y a longtemps avec Fiona sur, par exemple, les foyers de travailleurs immigrés. Il n'y a plus de cuisine collective. Aujourd'hui, on fait des studios et moi, je me fais une idée assez républicaine du repas, de la cuisine. Finalement, les gens se retrouvent à manger tout seuls dans leur petite chambre avec leur four à micro-ondes. Chez les bailleurs sociaux, c'est pareil. Avant, il y avait des locaux communs résidentiels, des LCR, ne pas confondre avec la Ligue communiste révolutionnaire. Et en fait, ces LCR n'étaient pas forcément très bien gérés, parce qu'en fait, il faut des gens pour gérer des locaux. Et bien finalement, il n'y a plus de LCR aujourd'hui, et il n'y a plus de lieux ressources, il n'y a plus de lieux collectifs. Et les premières, parce que les gars, ils sont dans l'espace public, ils sont dans le hall d'escalier, en train de fumer du chichon, ou de dealer un petit peu, les gars ont leur espace, ils sont dans l'espace public, mais les femmes, dans les quartiers d'habitat social, elles n'ont plus de lieu, il n'y a plus ces LCR. Et ça, je pense que c'est un sujet, parce que c'est aussi dans les groupes de parole, c'est aussi quand on rencontre ses voisines, ses copines, qu'on peut aborder cette question des violences. Bon, alors, moi, je vais vous raconter des petites histoires d'actions que j'ai pu mener. Alors, par exemple, avec un lycée professionnel. Covid oblige, les gamins ne trouvaient pas de stage. Il s'avère qu'on a un lycée à Saint-Denis qui s'appelle le lycée Sugère, du nom de son abbé, fondateur de la basilique de Saint-Denis. Et donc, ces jeunes étaient en section photo. Et
Et bon, finalement, quand ils trouvent des stages, de toute façon, on leur fait passer le balai dans les entreprises. Je ne me gêne pas pour le dire aux inspecteurs de l'académie, parce que effectivement, quand on est sur des quartiers d'habitat collectif, où on n'a pas les réseaux, où les parents ne connaissent pas, ne travaillent pas, les stages, quand on en trouve un, c'est pas bien terrible. Et on a décidé de monter un stage, alors ça m'a pris comme ça, en une semaine, pour faire photographier aux jeunes les bâtiments faits par les femmes architectes de Saint-Denis. Alors René Yayoustet, Juliette Maté, Brigitte Oyon, Fabienne Bull, Elisabeth de Porz-en-Parc. Alors évidemment, c'est pas arrivé comme ça, donc on a parlé des bâtisseuses. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du stage, mais ils ont été formés aux questions de genre, atelier philo, rencontre avec une juriste du Centre d'information du droit des femmes et des familles. Ils ont été à la Cité Audacieuse à Paris, rencontrer des associations, rencontrer des femmes architectes. Et voilà, nos chers élèves ont fait pendant un mois des photographies de bâtiments faits par des femmes architectes qui ont été exposées dans le cadre des Journées du matrimoine sur les grilles du jardin Pierre de Montreuil, qui est le petit jardin qui est à côté de la basilique de Saint-Denis. Et donc, finalement, c'était une belle expérience. Alors, on a parlé aussi de la place des femmes dans l'espace public. Je pourrais vous raconter des tas d'anecdotes. Par exemple, ils étaient à un moment donné, en train de faire des photos sur la dalle de la cité de René Yayoustet, qui va être réhabilitée en cœur de ville de Saint-Denis. Et évidemment, ils laissent leur sac et leur appareil photo. Et il y avait des dealers qui étaient là. Et donc, les gars disent « Ah oui, vous pouvez prendre des photos, mais pas les clients. » Et puis, ils disaient même « Mais il ne faut pas laisser vos sacs, c'est un peu dangereux. » Alors, c'était assez marrant parce qu'ils apprenaient le métier. Ils ont fait des très, très belles photos parce que l'architecture de René Yayoustet, c'est graphique. Et donc, ils se sont aussi mis en scène dans ce cœur de ville de Saint-Denis, qui aujourd'hui donc va être réhabilité. Et bon, finalement, on se dit, historiquement, ce projet d'architecture, il avait été pensé aussi pour les femmes, avec des espaces extérieurs. Et puis, l'usage a fait que finalement, ce n'est pas les femmes qui utilisent les dalles de ces logements, mais ce sont plutôt les garçons. Et puis, il y a beaucoup d'économies informelles. Bon, ça, c'est de l'anecdote. Mais ce qui était très intéressant, c'est que ces jeunes n'avaient jamais... on ne parle pas tellement d'architecture quand on est au lycée, alors des femmes encore un peu moins. Et finalement, là, on a réussi à monter un projet de qualité. D'ailleurs, une autre anecdote, ils ont photographié le campus Condorcet, enfin la médiathèque qui a été réalisée par Elisabeth de Porz-en-Parc, qui était totalement furieuse parce qu'évidemment, on ne fait pas de photographie de bâtiments d'architecture qui sont en construction sans l'autorisation de l'architecte. Et on a pu expliquer le projet. La photographe qui accompagnait les élèves a montré les clichés et elle a adoré le travail photographique des jeunes. Donc voilà, ça c'est une histoire autour de l'architecture et des jeunes qui pendant un mois ont réalisé un projet photo qui a été présenté dans le cadre des Journées du matrimoine. Donc honneur aux femmes. Alors toujours sur des grandes questions qui me taraudent, c'est l'invisibilité des femmes. Alors, moi, en fait, ce que j'utilise, c'est les réalités de terrain. Donc, il n'y a pas longtemps, la mairie a décidé de rebaptiser une école qui devait s'appeler Dagobert. Alors ça, on y a échappé parce que, bon, le bon roi Dagobert, on y aurait eu le droit pendant un bon moment. Je ne vais pas vous la chanter, vous la connaissez. Mais bon, l'école a été baptisée Gisèle Halimi. Et je trouvais ça assez joli. Alors, c'est une école maternelle. Mais... Oui, d'accord, mais alors il y a une commande de fresque qui a été faite à Marquet au 93, un graffeur assez connu sur Saint-Denis. Bon, moi j'aurais proposé ça plutôt à une femme, mais bon, voilà, donc une fresque, et alors. Et on a décidé de travailler autour du portrait de Gisèle Halimi avec des maternelles. Et donc j'ai fait appel à une plasticienne, Perrine Dorin, qui a créé des magnettes sur l'histoire de la vie de Gisèle Halimi. Et alors, maintenant, d'ailleurs, on a des clubs d'halimistes en maternelle. Alors, on n'a pas travaillé avec les petits, on a travaillé avec les moyennes et grandes sections. Alors, d'abord, grande rencontre autour de Gisèle Halimi, parce qu'il ne faut pas croire que les profs des écoles connaissent forcément Gisèle Halimi, même si on en a beaucoup parlé, puisque, effectivement, elle est décédée il n'y a pas longtemps.
Et donc, à partir de Magnette, elle a raconté l'histoire de Gisèle Halimi. C'était formidable. Alors, on disait, ben voilà, Gisèle Halimi, elle était très forte à l'école, elle voulait continuer ses études, et puis, bon, ben, ses parents ne voulaient pas, et elle a fait la grève de la faim. Et alors, on avait des enfants de maternelle qui tapaient du pied en disant « c'est pas juste, comme le disait Gisèle Halimi d'ailleurs. Et alors, ils ont fait des coloriages de Gisèle Halimi. Donc, on s'est retrouvé qu'une école avec Gisèle Halimi dans sa robe d'avocate, coloriée par des enfants de maternelle. Bon. Donc, il y a eu des séances comme ça qui ont été réalisées. Et puis, l'idée, c'était pas de faire une fresque de plus avec la tête de Gisèle Halimi, mais c'était de partir des mots de Gisèle Halimi. Je veux dire, résister, parler d'égalité. Et finalement, enfin bon, je passe les étapes, mais il y a des choix de mots. Alors en plus, c'est intéressant parce que les enfants sont dans l'apprentissage du langage, ce sont des maternelles, et la fresque qui a été réalisée avec 8 classes de maternelle, ce sont des mots employés par Gisèle Halimi. Voilà, donc ça c'est plutôt une histoire intéressante. On peut aborder les questions de genre, d'invisibilité des femmes à tout âge, à tout moment. Et puis ce qui est important, c'est de partir des réalités du terrain. Alors évidemment, vous devez tous connaître aussi ces questions de marche exploratoire. Donc nous, sur la ville de Saint-Denis, on en a mis en place, alors avec Dominique Poggi, qui est sociologue et qui a inventé une méthode pour mettre en place des démarches exploratoires. Donc on a travaillé ces sujets-là avec des femmes du territoire. Et je suis toujours très étonnée quand il y a des groupes de travail, qu'on donne la parole, je veux dire, aux habitantes. Là, évidemment, c'était non mixte, hein, puisque le sentiment d'insécurité, c'est plutôt du côté des femmes. Elles ont fait des propositions absolument extraordinaires, je veux dire, mais des choses assez simples. Évidemment, on pourrait parler de la largeur du trottoir, mais elles ont beaucoup parlé, par exemple, de l'art dans la rue. Et ça, je trouvais ça intéressant, parce qu'on avait aussi pas mal de femmes de milieux populaires, et il y avait cette revendication du beau dans l'espace public. Et pour elles, le beau, c'était aussi participer au sentiment d'insécurité. Et donc, depuis, elles se sont mises en collectif, elles ont demandé des financements dans le cadre d'un fonds de participation des habitants, et on voit bien que quand on accompagne les gens, on les fait réfléchir sur des sujets. Bon, bah, alors, en l'occurrence, c'était le quartier de la Plaine, les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer sur le quartier. Alors, bon, bah, le jour, la nuit, le week-end, parce que quand on fait une marche exploratoire, bah, c'est pas pareil, évidemment, quand on marche à 17h et qu'il fait jour, c'est pas pareil le dimanche à minuit ou je sais pas quoi, le lundi après-midi. Et donc, elles ont fait une analyse du quartier, et sans être urbanistes, elles ont fait des propositions tout à fait intéressantes sur des questions de végétalisation. Par exemple, il y avait de la mécanique de rue. Alors, la mécanique de rue, c'est le grand problème dans nos villes de banlieue. Il s'avère que les gars, ils sont là, ils réparent des voitures, et elle disait, mais nous, finalement, ils sont là et c'est plutôt sympa. Ils sont plutôt bienveillants, mais le problème, c'est la pollution. Alors, là, en l'occurrence, c'était des gars qui changeaient beaucoup des pneus de voiture. Alors, c'est en général des Africains, plutôt des Sénégalais. Ils sont champions du monde, je veux dire, pour réparer les voitures, puisqu'ils récupèrent toutes nos poubelles je veux dire, en Afrique. Bah, ils viennent en France quand ils font du boulot au noir. Bah, voilà, ils réparent les voitures. Et en fait, les femmes ont commencé, suite à ces marches exploratoires, à dire, voilà, nous, on voudrait les accompagner, on voudrait monter une association, est-ce qu'il y a déjà des études sur le sujet? En fait, ce qu'il leur faudrait, c'est des locaux pour travailler. Mais en fait, c'était très intéressant parce qu'elles ont pensé à des choses auxquelles moi, j'aurais pas pensé. Bah oui, il y a de la mécanique de rue, à part déplacer le problème, c'est souvent ce qu'on fait, il ne se passe pas grand-chose. Et elles ont dit, bon voilà, il faut qu'ils soient accompagnés. Bon d'accord, ils n'ont pas de papier, mais c'est pas grave, il y a des solutions. Il faut déjà trouver un local. D'ailleurs, elles ont fait de la recherche pour trouver un lieu où ils pourraient bricoler. Alors, elles ont imaginé des tas de trucs. Alors, peut-être que c'est pas possible, mais comment on va travailler? Peut-être on va les faire travailler en partenariat avec, je veux dire, un garage existant. Enfin, voilà. C'était pour parler un petit peu de ces femmes-là qui étaient dans une démarche de co-construction sur la question de la ville d'aujourd'hui, de la ville de demain, et comment elles voyaient les choses en prenant en compte les réalités du terrain.
Donc voilà, ça fait partie voilà, de la mission, de mes missions en tant que chargée de mission droits des femmes. Et puis je tiens beaucoup au travail aussi dans les cours de récréation. Parce que penser la ville, il faut démarrer très jeune. On peut même démarrer, je veux dire, faire un travail en crèche. Quand il y a des draisiennes dans les crèches et qu'on voit qu'il y a que des garçons qui font du vélo, bah, en fait, si on ne forme pas les éducatrices de jeunes enfants, les travailleurs sociaux qui travaillent dans les crèches, ils ne vont jamais le remarquer finalement, puisque cette histoire de cours de récréation, c'est toujours la même histoire. On en parle depuis tant d'années. Antonella, est-ce que tu sais ce livre d'une Italienne des années 70, La véritable histoire des petites filles, voilà, qui parle déjà de cette histoire de cours de récréation. Alors moi, je travaille beaucoup sur la question de la cour de récré. Alors on travaille à partir d'un petit film qui s'appelle Espace. On présente un film et on demande aux enfants voilà, de parler de la cour de récré. Et c'est très intéressant parce qu'on peut avoir des enfants de 6-7 ans qui vont être quasiment des sociologues de la cour de récré avant l'âge. C'est-à-dire qu'on va leur dire où sont les filles, où sont les garçons, qui fait quoi, qui fait du vélo, qui fait du ballon, qui joue à l'élastique, qui danse, etc. Et finalement, quand on mène ce genre d'action, les filles, alors moi j'ai vu hein, dans des écoles élémentaires, les filles interviennent, mais alors elles y vont en disant mais ouais, mais c'est pas juste, je veux dire, nous on est toujours obligés de faire le tour de la cour, on nous empêche de passer en diagonale, et donc il y a une vraie prise de conscience. Et là, depuis peu, je me suis dit, bon, il faut quand même qu'on avance sur ces questions-là. Et je développe des actions skateboard avec une association qui s'appelle Saint-Denis Rides à Saint-Denis. Donc c'est une fille qui est présidente. Et l'idée, c'est, allez, une cour de récréation pour toutes et tous. Et on va pratiquer le skate. Et les filles, elles adorent ça, pratiquer le skate. Je veux dire, et ça marche plutôt bien. Voilà, donc c'est des petites expériences. Mais ça donne à penser sur ce qu'on peut faire. Ah, bah tu l'as trouvé, du côté des petites filles. Elena Giannini Bellotti. Voilà, bon, c'était un nom italien, c'est pour ça que je ne me rappelais plus. Donc, voilà, donc je parle beaucoup de mes expériences en milieu scolaire parce que je suis sûre que chez les jeunes, il peut y avoir des déclics très très vite. Voilà, prendre conscience que bah, la ville, elle est faite par les hommes. Peut-être pas pour les hommes, mais en fait il y a des études, hein, tout le monde le sait, 85% des équipements dans l'espace public, alors si on parle des city parks, de tout ce qui est activité sportive dans les rues, mais aussi les gymnases, bah, voilà, c'est les garçons et les hommes qui les utilisent massivement. Qu'est-ce qu'on mène, qu'est-ce qu'on travaille pour avoir une ville plus égalitaire? Hein, voilà, et en associant les filles et les garçons dès le plus jeune âge. Il y a quand même cette idée, quand on interroge les garçons, même à la maternelle, que les jeux de filles, c'est petit. C'est un peu nul, les jeux de filles. Hein. Voilà, les garçons, très vite, ils se définissent comme supérieurs aux petites filles. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mener de manière très simple pour qu'il y ait une conscience on peut changer les choses, on peut être à égalité. Et par exemple, la pratique du skate, je veux dire, dès le CP, dans des cours de récré, où les filles y vont au maximum, eh bien, ça marche bien, quoi. Je veux dire, ça marche bien. Et puis finalement, dès que les enfants sont dans des pratiques mixtes, bah, il n'y a plus, je veux dire, le sexe n'existe plus. Hein, je veux dire, tout le monde fait son affaire avec ses planches à roulettes. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a le développement des cours oasis sur la ville de Paris. Je crois qu'il y a 70 écoles qui se sont mis à travailler sur ces fameuses cours d'école où on a pu un terrain de foot au centre et puis rien autour. Et ça change complètement les rapports filles-garçons. Bon, alors le problème, c'est qu'il faut des moyens. Nous, à Saint-Denis, malheureusement, il y a quelques écoles où il y a une réflexion. 71 écoles sur une ville de notre territoire, c'est pas possible hein, pour des questions de budget. Mais je pense qu'il faudrait mettre des jeunes architectes, Fiona, pour travailler sur ces questions-là. Il y a un collectif sur Saint-Denis qui s'appelle Ici. Le collectif Ici, et ils ont tout un travail sur les cours d'école et sur les classes, et ils interviennent un peu sur le territoire. Donc,
il y a un groupe de réflexion, mais on va faire une séance sûrement dans la ville au prisme du genre sur les cours d'école. On va sûrement faire un spécial focus là-dessus. Oui, oui. Donc, j'ai encore une minute. Non, quoi dire, il y aurait tant de choses à dire. Marie, peut-être pour terminer, oui. peut-être sur l'urgence, c'est non, peut-être que tu as la spécificité à Saint-Denis de la Maison des femmes que vous avez mis en place. Mais en 1 minute et après, parce que ça fera peut-être une journée. Oui, ça fera peut-être. Oui, alors nous, on a la chance à Saint-Denis d'avoir une maison des femmes qui a été créée par Rada Hatem, qui est médecin obstétricienne. Alors, c'est une maison un peu particulière parce que historiquement, c'est un centre de planification, parce qu'ils avaient évidemment mis le centre de planification dans la maternité quand ils ont fait l'hôpital. Ça, c'est sympa. Tu viens pour une IVG et tu te retrouves avec les femmes enceintes. Voilà, bonjour, c'est très glamour. Ça, c'est encore une pensée qui est un peu à l'envers. Et de fait, il y avait aussi beaucoup de femmes qui étaient mutilées sexuellement. Hein, et à un moment donné, on a vu une arrivée massive d'Égyptiennes. Donc, vous le savez, hein, 95% des femmes égyptiennes sont mutilées sexuellement. Et donc, Rada Hatem, elle s'est dit, faut faire quelque chose. Elle a créé cette maison des femmes avec de l'investissement au départ des fonds du département, un peu de la ville. Et puis, aujourd'hui, cette maison, elle fonctionne avec énormément de fonds privés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un référentiel Maison des femmes et elle est en train d'en créer partout. Alors, avec des spécificités liées au territoire, il y en a une à Brive, il y en a une qui va ouvrir à Rennes, une qui va ouvrir à Montpellier, qui sont en fait des lieux uniques pour prendre en charge les femmes victimes de violences. Autre lieu spécifique à Saint-Denis, l'Amicale du Nid, qui a un accueil de jour. Alors, il y en a un autre qui a ouvert à la Courneuve. C'est un accueil de jour pour les femmes en errance. Donc, on accueille plus de 1000 femmes par an avec enfants. Donc, où il y a une possibilité de restauration. Alors évidemment, hein, c'est du pansement, hein, parce que la plupart n'ont pas de logement ou sont mal logés. Voilà, et donc elles peuvent prendre des douches, faire des machines à laver. Et donc on mène aussi des actions artistiques avec ces femmes. Mais malheureusement, quand on n'a pas de papier, qu'on n'a pas de logement, tout reste extrêmement compliqué. L'urgence, elle est là aujourd'hui. Hein, je veux dire, de se dire qu'on a autant de gens en Ile-de-France qui sont logés au 115 ou pas logés du tout, c'est d'une violence extrême. Mais on a des lieux quand même atypiques et qui pour le mérite d'exister, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut des vrais moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et tu parlais du Covid tout à l'heure, je tiens à dire que c'est 61% de plus de violences conjugales. Et voilà, il y a eu des expériences sur notre territoire, par exemple les permanences juridiques du Centre d'information du droit des femmes et des familles. Il y a une permanence juridique qui a été mise en place dans un centre commercial à Épinay-sur-Seine. Et ça a permis à des tas de gens de rencontrer des juristes ou même d'alerter, en fait, parce que c'était là, dans le centre commercial. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut des moyens, il faut sensibiliser, faire de la formation. Et puis, je passe le micro à ma voisine. Voilà. Voilà, et effectivement, Clara va enchaîner. C'est juste une chose, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on comprend bien qu'il faut sortir de chez soi lorsque effectivement on est victime, donc là, au moment où ça devient une prison. Il faut aussi prendre l'habitude de s'approprier de l'espace public, parce que ça c'est un vrai travail, on en a déjà parlé, hein. On ne s'affirme pas en tant que femme dans l'espace public, et puis effectivement il y a cette nécessité de retrouver un logement et cheminer vers l'autonomie. Et pour l'autonomie, je le dis et je te passe la parole, ça sera effectivement le thème du travail qu'on va aborder à la rentrée. Vraiment, cette question économique fondamentale pour effectivement se construire. Ça va l'autonomie. Et je te passe la parole, Clara. Merci. Je ne sais pas Alors, je ne sais pas du tout ce que je fais. Voilà. Ok, très bien. Tu le fais bien. Ok, très bien. Voilà, j'ai préparé quelque chose juste pour illustrer ce que je vais dire. Ça, c'est des petites illustrations que j'ai pu faire pour les diagnostics qu'on fait chez Approche. Mais pour commencer, donc, déjà merci à Fiona Mido et Antonia Tufano pour l'invitation.
Comme a pu l'expliquer Fiona tout à l'heure, j'étais déjà présente en tant qu'illustratrice pendant les 2 premières conférences en tant que pour dessiner en fait tout ce qui se racontait. Mais ce soir, je suis là pour vous parler en tant que designer social. Alors, pour refaire un petit peu une définition de ce que c'est que le design social, pour ceux qui n'ont jamais entendu ce terme, l'objectif de cette appellation est de défaire un problème de société par un dispositif de design qui soit dans le domaine de la communication, de l'espace, du produit, du service, du numérique, voire même de la mode. L'objectif finalement, c'est de parler de design social pour apporter une sorte d'innovation sociale par le design et donc de reformuler le projet pour mieux le comprendre et le situer dans son contexte. J'ai une amie par exemple qui m'avait expliqué une fois que si on demandait à un designer industriel et à un designer social de refaire une machine à laver, et ben, le designer industriel va probablement repenser sa forme, son aspect esthétique, comment on va tourner un nouveau tambour. Et le designer social, lui, va d'abord se poser la question qui est comment on lave son linge aujourd'hui en 2022. Donc vraiment l'idée de reformuler le projet et de le comprendre pour le situer dans son contexte. Pour vous refaire un peu l'historique de mon parcours avec le sujet qui est le genre, qui est un vaste sujet, puisqu'on parlait des cours d'école, on parlait de la place publique, qui sont des larges sujets à traiter encore aujourd'hui. Il y a bientôt 3 ans, l'atelier d'urbanisme Approche a fait appel au collectif de constructeurs Parenthèse, dans lequel je travaillais à l'époque, pour faire une terrasse pour les femmes du quartier d'Émile Dubois à Aubervilliers. Donc chargée de projet sur cette mission, pour être complètement transparente avec vous, je n'ai pas compris pourquoi il fallait, dans un premier temps, encore aujourd'hui, s'intéresser à ce sujet pour concevoir une place. Parce que pour moi, en tant que jeune designer engagée, mais simplement aussi en tant que jeune femme féministe, je le dis, voilà, c'est pas un gros mot, parce qu'aujourd'hui, des fois, il y a des personnes qui prennent encore ça comme un gros mot, alors qu'en fait, non. J'avais l'impression qu'en se fixant sur la place de la femme, c'était une manière, encore une fois, de montrer qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes, que c'était en fait une manière de creuser encore un fossé et de juste de gommer toutes ces années de lutte qui ont été quand même à ne pas négliger, et que c'était encore une fois une manière de résigner à ce que la femme ne s'était pas du tout émancipée dans son rôle que la société lui impose. Donc bien sûr, j'avais conscience qu'il y avait encore du travail à faire, bien sûr, que les inégalités encore aujourd'hui ne sont pas là, mais simplement en termes de conception et d'architecture, je ne voyais pas le problème. Donc aujourd'hui, si je suis là ce soir, c'est bien que quelque chose m'a fait changer d'avis incontestablement. Et c'est bien sous cet angle que j'ai décidé de vous parler de cette thématique de ce soir qui est l'urgence. Puisqu'aujourd'hui, de mon point de vue, l'urgence, c'est d'aller sur le terrain, simplement pour comprendre que ce n'est pas une nouvelle tendance de concevoir une place, une résidence, une cour d'école sous le prisme du genre, mais bien une manière de remettre au centre du projet les usagers et de comprendre leurs réels besoins. L'urgence, c'est de s'immerger sur le terrain du projet, mais je dirais même de sentir, d'observer, de toucher, d'analyser les non-dits pour mieux comprendre les enjeux sociaux quant à la conception d'une ville et de son architecture. Donc, à la suite de ce projet, j'ai commencé à travailler avec l'atelier d'urbanisme Approche, donc bientôt 3 ans aujourd'hui, en tant que designer social et illustratrice. Et je ne me considère vraiment pas comme experte du sujet, mais néanmoins, de par l'expérience que j'ai pu avoir sur le terrain en analysant tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression de me placer comme une sorte de médiatrice entre les usagères, les usagers et la maîtrise d'œuvre, afin de leur faire remonter et de leur traduire en fait en quelque sorte les problématiques et les besoins de manière sensible et spatiale. Puisqu'en fait, chez Approche, cette notion de terrain est appliquée sur chacun de nos projets, et la notion de genre est très forte dans nos projets également. C'est exactement comme ça qu'on l'a nommé aussi chez nous. C'est le concept d'étude-action. Donc l'étude, la théorisation du sujet pour comprendre un projet reste du bon sens. Mais l'action se traduit par des immersions, des tests, de l'expérimentation qui sont, selon nous, indispensables, voire primordiales pour qu'un projet ait réellement du sens.
L'un ne va pas sans l'autre, ils s'agrémentent, ils s'enrichissent mutuellement par des allers-retours, comme un véritable système itératif. Donc voilà, juste pour vous montrer un petit peu et vous expliquer ce qui m'a fait changer d'avis. Parce que oui, il y en a encore aujourd'hui qui sont réticents, et comme l'expliquait une personne la dernière fois à la conférence du 8 mars, qui se sentait en fait obligé de constamment justifier sa démarche, parce qu'il lui aussi conçoit sous le prisme du genre, et se sentait obligé de tout le temps expliquer pourquoi il était encore aujourd'hui nécessaire de faire ça, etc. Et donc, je voulais vous présenter un projet sur lequel on a travaillé chez Approche pendant presque 2 ans, qui a commencé d'abord par faire un diagnostic à Clichy-sous-Bois. Donc très rapidement, je vais passer des diapos qui sont des relevés de terrain. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Donc s'il y a des choses qui vous ont interpellé, on pourra revenir dessus après, si vous le souhaitez. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc Clichy-sous-Bois, c'était réparti en 6 lieux bien distincts qui étaient différents. Et c'est ça qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait un parvis, un parking, un square, un mail, une allée, un parc. Et donc l'immersion sur le terrain s'est faite par plusieurs étapes, qui étaient d'abord la rencontre des acteurs clés du territoire, des entretiens sous la forme de micro-trottoirs, des observations, des comptages qui nous ont permis d'avoir des données quantitatives, depuis peu des marches exploratoires qu'on a pu faire aussi avec l'association Womanability par la suite, et des ateliers. Le terme atelier est très à la mode aussi en ce moment, mais je tiens à préciser que c'est des ateliers qui sont organisés et construits parce que pendant les micro-trottoirs, pendant les observations, on n'a pas le temps on observe des choses, mais on n'a pas le temps de vraiment les approfondir avec les gens. Donc l'idée, c'est que l'atelier questionne une vraie problématique, et donc ça permet d'aller encore plus loin et d'avoir des données qualitatives qui ne sont pas la même chose que du quantitatif, on le sait tous. Ça nous a permis de révéler plusieurs choses, notamment des occupations des espaces en fonction de chaque lieu qui ont été observés. Donc des lieux suroccupés par des hommes, par des femmes, comprendre pourquoi en fait ces lieux-là étaient occupés différemment. On a pu faire des cartographies à peu près sensibles. Je dis à peu près parce que c'est des observations, il aurait fallu avoir beaucoup plus de temps, donc du budget aussi. Mais en l'occurrence, là, ça nous a permis de comprendre en fait pourquoi les femmes restaient plus sur la pelouse en été, alors qu'en hiver, elles n'y allaient pas du tout. Pourquoi le square était utilisé le soir plus par des hommes, la journée plus par des femmes. Pourquoi le parvis du centre commercial était utilisé par les femmes, etc. Et par la suite, on a observé aussi quelque chose de très marquant, mais c'est pas nouveau, que la femme n'est plus du tout active durant la nuit. À partir du moment où la nuit tombe, elle active aussi, mais en fait, la plupart du temps, quand elle est dehors à cette heure-là, on trouve ça bizarre, pour avoir vécu une expérience, par exemple, où on m'a clairement prise pour une prostituée une fois. Voilà. Mais là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait vraiment une différence en termes de changement d'horaire, puisque d'une semaine à une autre, on a pu avoir une occupation égalitaire, et de l'autre côté, pas du tout, elle n'était plus présente. Donc ça, c'était des choses qu'on a pu un peu approfondir lors d'ateliers. Là, c'est des grosses données qu'on pourra revenir après avec des verbatims qui peuvent être intéressants, mais on a remarqué aussi qu'il y avait des modes de déplacement genrés, des lieux de destination. C'est très caricatural, mais les femmes qui vont beaucoup plus faire les courses, qui vont chercher les enfants, qui utilisent très peu la voiture, plus les cheminements piétons, plus les transports en commun. Et donc de ça, on a pu révéler qu'il y avait aussi d'autres manières de marquer des pauses. Les hommes étaient plus amenés à utiliser l'espace public et par exemple faire des déplacements plus d'ordre de la flânerie. On s'est demandé si le côté pause oisive n'était pas une façon aussi pour l'homme de se dégager aussi de certaines charges, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on a remarquées, qu'on a pu approfondir lors des ateliers, alors que la femme, elle, fait plus des déplacements courts, fractionnés, rayonnant autour de la maison, comme si c'était une sorte de relais de réassurance, et ça, on le comprend par la suite. Donc des déplacements dits en étoile. Anna Kern, qui est la maîtrise d'ouvrage de cette commande de diagnostic chez Grand Paris Aménagement, a pu en parler lors de la première conférence.
On a remarqué aussi que les femmes avaient des stratégies d'évitement qui consistent simplement à se rallonger de 10 minutes son trajet en rentrant du travail le soir parce qu'on passe par une rue qui est éclairée alors qu'il y a une rue qui n'est pas du tout éclairée, qui amène directement chez soi, mais on préfère se rallonger parce que c'est une question de sécurité, une manière pour soi de se sentir mieux. Il y avait aussi des freins sociaux et psychologiques liés à des jugements, à un jugement moral, à une certaine honte. Il y a une sorte de respect parce qu'en fait à Clichy-sous-Bois, pour le coup, comme certains l'ont dit, personne ne va à Clichy-sous-Bois. Alors que, donc en fait, c'est pas un lieu de destination. Donc tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Lorsqu'on est dehors, on se demande pourquoi en fait cette personne est là. Il faut avoir une vraie raison de rester. Et en fait, on remarque qu'il y a un vrai virage à l'adolescence qui est à prendre en compte par la suite en termes d'aménagement. Et donc ça c'est un diagnostic qu'on a pu faire dans un premier temps en 2019, qu'on a pu réitérer en 2020 pour faire la version printemps-été. Et donc de ça, moi la question que je me pose, c'est comment je vais traduire toutes ces données-là de manière spatiale à la maîtrise d'œuvre. Et donc, en fait, il faut simplement se demander si la femme est plus à pied, si la femme est plus à occuper des transports en commun, pourquoi pas ne pas simplement l'accompagner dans sa mobilité, faciliter les cheminements piétons, créer des arrêts de bus confortables, des cheminements lumineux, créer d'autres manières de faire, comme rajouter des rampes, parce que c'est très caricatural, mais encore une fois, encore aujourd'hui, en 2022, les femmes vont plus souvent faire des courses. Alors on utilise des caddies, on est avec des poussettes, on est chargé. C'est des choses où en fait on ne pense pas, mais essayer de faire des marches moins raides, d'avoir des besoins d'assises plus confortables, des choses avec plusieurs hauteurs, le besoin d'ombre, de fraîcheur, le fait qu'il n'y ait pas de toilettes, parce qu'en fait je pense que si des femmes font beaucoup de trajets en étoile, c'est aussi dans le sens où c'est pas forcément, comme dirait Lucille Biarrot, qu'on a une vessie plus petite, c'est faux. C'est simplement qu'en fait on a d'autres besoins, voilà, c'est pas nouveau, on a nos règles aussi. Donc des fois on a besoin d'aller changer sa serviette, son tampon, ou juste d'aller changer son deuxième enfant, son troisième enfant, d'aller faire en sorte que son quatrième enfant puisse aller aux toilettes pour la 12e fois. Donc en fait c'est normal d'avoir besoin d'aller au WC, tout simplement. Créer des réseaux d'espaces publics modulant des échelles d'appropriation. Ça, c'est parce que, tout simplement, on a pu s'accompagner d'un sociologue qui s'appelle Clément Rivière, qui nous a accompagnés tout au long de notre mission, et qui nous a parlé de quelque chose de très intéressant, qui était les différents domaines d'appropriation, qui sont les domaines privés, locaux et publics. Donc le domaine privé qui est clairement chez soi. Mais moi, je me demande aussi, le chez soi, pourquoi il ne peut pas être aussi dans l'espace public? Pourquoi on ne se sentirait pas bien aussi chez soi, devant chez nous? Et ça, c'est de l'ordre du domaine local, puisque le domaine local, c'est les pieds d'immeubles, c'est les seuils, c'est les espaces collectifs, où juste on n'est pas forcément à la maison, on n'est pas forcément dehors, mais on se sent quand même proche de chez soi. Il y a aussi le domaine public, où là, il y a un sentiment d'anonymat, et c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'à Clichy, on remarque que les jeunes filles n'occupaient pas les espaces publics, tout simplement parce qu'elles étaient reconnues. C'était pas toutes des stars, mais par contre c'était la fille d'eux, la fille de machin, etc., ou la sœur d'eux. Et donc le fait de faire en sorte de créer une ville attractive, ça permet d'ouvrir la ville et donc de créer un sentiment d'anonymat où là en fait on se fond un peu dans la masse et on peut avoir la légitimité de marquer une pause, de juste utiliser quelque chose sans qu'on nous reconnaisse ou sans qu'on se demande mais qu'est-ce qu'elle fait là. Donc voilà. Donner envie de rester. Donc là, c'était le fait de parler des espaces continus, sans barrière. Chez Approche, on parle de la notion de voir et être vu, d'entendre et d'être entendu, d'avoir des continuités visuelles, pas forcément d'usage prédéfini, mais plutôt libre d'interprétation intergénérationnelle. Le côté intergénérationnel rassure aussi. On pourrait penser que c'est qui tout doux parce que justement on peut nous reconnaître, mais le fait d'avoir une famille à côté de soi dans un square par exemple, en tant que jeune femme, ça rassure parce qu'on se dit on va pas m'embêter ou il va pas oser faire ça, etc. Donc le fait de créer cette intergénérationnalité, ça ramène une forme oui, on est complètement rassuré et on peut faire un peu ce qu'on veut, je pense. L'usage sportif varié avec des bases sur la collaboration, ça c'est un peu ce qu'on revendique aussi dans les cours d'école
Parce qu'à côté d'Approche, j'ai déjà travaillé avec le collectif Ici Là-haut sur une cour d'école non genrée, où on a pu faire un diagnostic. Et c'est vrai que, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment ce côté de l'école maternelle à l'école primaire. On passe de l'école maternelle où les enfants ont énormément de jouets, d'araignées géantes, de trottinettes, des chasses, etc. Et ils arrivent à l'école primaire et en fait, ils n'ont rien. Ils ont juste du bitume. Et la plupart du temps, on leur dit « Ah, je crois qu'il reste un ballon dans le local, ben on va vous le chercher. » Et donc, forcément, à quoi ils jouent? Je vous laisse deviner. Au foot. Donc j'ai rien contre le foot, j'aime beaucoup, mais le problème c'est que c'est le seul sport qu'ils apprennent dans l'espace public, avec leurs frères ou avec leur père, même avec leur mère, pourquoi pas. Mais en fait, du coup, ils occupent beaucoup plus cet espace-là, et donc les personnes qui n'ont pas forcément envie de jouer à ça se retrouvent contre les murs, à ne rien faire, mais c'est aussi parce qu'ils ne savent pas à quoi jouer. Et donc, le fait de favoriser la collaboration, l'entraînement, de pouvoir tester, de pouvoir s'entraîner et de pouvoir oser demander. Là, je retourne au diagnostic, mais une jeune fille, par exemple, me disait « Oui, c'est vrai que les garçons sont beaucoup plus dans le square à jouer dans le City Stade. Moi, ça ne me dérangerait pas de jouer, mais j'ose pas leur demander si je peux parce que je me suis jamais entraînée. Donc, j'ai peur qu'ils pensent que j'ai pas envie de les déranger, j'ai pas envie j'aurais besoin de m'entraîner avant. » Et du coup, elle n'a pas l'opportunité et la chance de pouvoir s'entraîner parce qu'ils occupent tout le temps l'espace. Donc là se pose la question aussi des espaces non mixtes. Par exemple à Malmö, où en fait il y a en Suède un skatepark qui a été privatisé tous les mardis après-midi. C'est uniquement pour les filles. Donc ça peut être source de problèmes parce qu'on peut se dire ah non mais alors là quand même on revient en arrière. Mais en fait, ça leur permet simplement de s'entraîner, de juste être entre elles, de prendre de l'assurance et après de pouvoir retourner toute la semaine faire du skate en toute liberté. Et donc il y avait cette question par exemple à Clichy où les femmes auraient aimé aller à la piscine ou à certains endroits, mais elles n'osent pas y aller très simplement parce qu'il y a des freins psychologiques, elles ne sont pas à l'aise, elles n'ont jamais été. Et donc peut-être que le fait de privatiser et de rendre ces espaces non mixtes, ça permettrait pour elles juste de tester, de voir si elles sont à l'aise et en fait après de pouvoir y aller librement. Pardon. La chambre à soi, exactement, on parle de là. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais en tout cas, 3-4 minutes, c'est super ça. Je suis allée très très vite, contrairement à ce que je fais d'habitude. Et donc, bien entendu, l'implication des habitants dans la programmation des espaces, ça paraît encore une fois du bon sens, mais forcément, ça demande d'avoir du temps, du budget aussi en termes de maîtrise d'ouvrage. Et c'est pas évident aussi de prouver que c'est efficace simplement de demander l'avis des gens. Je crois que j'avais marqué merci parce que je pensais que j'allais terminer. Mais si vous voulez, je peux juste vous montrer quelques exemples d'espaces de micro-convivialité. Par exemple, là-haut, la petite maisonnette ici, c'est à Clichy-sous-Bois. Et en fait, c'est un espace qui fonctionne vraiment bien, surtout pour cette dame qui est là tous les jours, tous les après-midi, et qui se l'est complètement approprié, tout simplement parce que c'est en bas de chez elle, parce qu'il y a la maison du projet qui est juste à côté, et qui permet justement d'avoir un accès à l'eau, qui permet d'avoir un accès au WC. Il y a le côté un peu caché, dévoilé, vu, être vu, parce qu'il y a le toit qui permet d'être protégé de la pluie, du mauvais temps, mais aussi simplement d'être avec ses copines sans qu'on nous embête. Il y a vraiment cet aspect cocon où on peut quand même voir. En bas, j'ai mis d'autres références qui ne sont pas à Clichy, mais qui peuvent être, qui sont ailleurs. Là, pour le coup, c'est à Dax, où c'est des modules qui ont été mis en bas des immeubles pour en fait pousser les gens à juste sortir de chez eux et faire 2 pas et d'être dans justement cette notion de domaine local où on peut remonter, on peut même laisser son enfant remonter tout seul, et à l'inverse, on peut laisser son enfant en bas et le voir jouer ou être avec ses frères et sœurs, et nous avoir un petit moment de liberté. À côté, c'est une installation qu'a pu faire Approche avec le collectif Dérive à Aubervilliers, qui est sur un parvis d'école, où là, pour le coup, le diagnostic qu'Approche a fait auparavant, on a remarqué que les femmes étaient énormément devant les écoles à attendre leurs enfants, des fois 4 fois par jour, pendant 15 minutes, et il suffit que son enfant mette du temps à mettre son manteau, c'est long. Donc, en fait, juste de pouvoir créer de la sociabilisation avec quelqu'un, de rencontrer des gens, de parler de son quotidien, potentiellement de comment ça se passe à la maison aussi, du travail, etc. Là, c'est le fait de demander l'avis des gens. On a pu remarquer qu'il y avait des endroits dans lesquels elles se sentaient bien.
Il y a les jardins athées en Turquie, par exemple. Ce sont des espaces qui sont assez ouverts. C'est des espaces intergénérationnels, des endroits familiaux, je ne sais pas, financièrement accessibles, qui sont vraiment importants pour elles parce qu'il y a vraiment ce côté rassurant. C'est un lieu de détente, c'est un lieu de rendez-vous dans lequel on va avec ses amis, que ce soit des hommes et des femmes, puisqu'il y a le côté mixte aussi qui est très important dans cette image. Là, c'est par exemple un square qui a été fait à la Duchère, à Lyon, par Alain Marguerite, qui fonctionne assez bien parce que... Vous le connaissez? Parce que là, pour le coup, on a aussi demandé l'avis des parents de, en fait, quand vos enfants jouent, qu'est-ce que vous faites? Et donc là, c'est de proposer d'autres activités aux parents, pas forcément aux femmes, mais aussi aux accompagnants, de leur proposer d'avoir des tables pour travailler, pour déjeuner, pour laisser ses enfants en toute sécurité jouer avec d'autres enfants, d'avoir des usages. Bon, là, pour le coup, c'est assez explicite, mais en termes de matériaux, on a des choses assez rassurantes. Il y a ce banc en S qui permet d'avoir cette notion de voir et être vu aussi, de proposer d'autres choses, et pourquoi pas même des agrès sportifs. Nous, c'est ce qu'on a proposé à Clichy-sous-Bois, d'avoir des agrès sportifs dans le square pour que les mamans potentiellement puissent faire du sport en regardant leurs enfants jouer. Et ça a été testé. Les agrès sportifs sont très mastoc, donc ils peuvent faire peur, mais pour le coup, il y a énormément de femmes qui l'utilisent quand même. Donc ça a été testé. Par la suite, ça va peut-être rester pour le projet urbain fixe. Donc on espère, mais le fait de tester des choses juste pour voir est-ce que ça fonctionne ou non, c'est quand même très important. Et je finis là-dessus, juste parce que ça me tient énormément à cœur. C'est les espaces non genrés dans des cours d'école, mais aussi des espaces d'expression. Le sport, c'est très important parce que dans le sens où on remarque que les adolescentes ne sont plus là du tout, et vous n'imaginez pas la complexité que c'est d'organiser un atelier avec des jeunes filles. À Clichy, on a dû passer, je pense, mais une quinzaine, voire une vingtaine d'appels pour organiser un atelier avec des garçons. C'était comme ça. Mais avec des jeunes filles, on ne les trouve pas. Elles ne sont plus là, elles ne sont plus dans les espaces publics, elles ne sont plus dans les associations, ou du moins, il faut avoir l'autorisation de tous les parents pour organiser des ateliers avec des jeunes filles. Et c'est très compliqué. Là, pour le coup, c'est justement une fresque qui a été réalisée dans une cour d'école qui est basée sur la collaboration et l'entraînement, qui en fait détourne des terrains qu'on connaît tous. Et l'objectif, c'est de repenser les règles du jeu. Donc en fait, c'est ensemble, on repense les règles ensemble et on joue à quelque chose qu'on ne connaît pas, justement. Et encore une fois, de proposer autre chose, pas que de la compétition, mais aussi pourquoi pas de la détente, parce que quand on parle du genre, on parle bien aussi... Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus forcément parler de place de la femme, mais bien du genre en lui-même. Et en fait, quand on s'intéresse au genre, on s'intéresse finalement à toutes les personnes qui sont vulnérables et mises à l'écart dans la société, que ce soit lié à son genre, à son orientation sexuelle, à son origine ethnique, à son âge aussi, et à toutes les personnes qui n'entrent pas dans la norme, à toutes les personnes qui ont des besoins oubliés. Donc voilà, je pense que je vais terminer là-dessus parce que je crois que j'ai dépassé les 4 minutes. Non, mais merci voilà, beaucoup. merci. Merci beaucoup, c'était très riche. Et du coup, on va enchaîner directement avec Doina. Et je crois qu'on va effectivement poursuivre sur des choses qui effectivement sont des retours de terrain parce que ça permet de fabriquer justement l'identité en tant que chez soi. On est bien chez soi parce qu'on est bien, voilà, on a une identité. Justement, le micro, les gens sur Facebook. D'accord. Justement, donc je vais essayer de parler un peu de chez nous aussi, pas seulement de chez soi. Et je vais parler des communs et des communs urbains, tout en sachant qu'il y a aujourd'hui un très grand intérêt pour cette notion de commun qui renvoie à une forme d'organisation sociale et économique qui peut-être pourrait soutenir notre société dans ces temps troubles. Et c'est un peu, bon, on sait qu'il y avait des communs traditionnels, donc des pâturages, des forêts qui étaient
gérés en commun, mais il y a aussi des communs contemporains qui font partie d'un projet politique contemporain qui propose de nouvelles formes de gouvernance des ressources partagées, que ce soit des ressources matérielles et immatérielles. Et je pense qu'on est presque forcé à penser la Terre, la planète en tant que commun. Étant donné les crises contemporaines. Donc, le principe de commun, c'est en effet l'existence des ressources communes d'une communauté qui gère ces ressources et d'un système de règles qui sont collectivement décidées ou acceptées. Les communs peuvent ainsi apporter une solution dans les processus de reproduction sociale et de réparation écologique, mais aussi dans l'accroissement de notre capacité de résilience qui est très importante dans les conditions actuelles. Donc, la question de la reproduction aussi est liée à celle des communs, au moins pour moi. Et c'est ce que j'appelle reproduction écrite de cette façon. C'est en effet une production attentive aux conditions et aux relations qu'elle crée, mais aussi une production qui ne met pas en péril la possibilité de reproduction, tel que c'est le cas aujourd'hui. Donc, parce que c'est la reproduction de notre mode de vie sur cette planète qui est en question aujourd'hui. Et c'est pour ça que le projet politique des communs vise à renforcer cette capacité de reproduction en créant des possibilités pour tous de collaborer et de participer. Et c'est pour cela qu'il faut créer aussi des situations, et on en a vu quelques-uns, des lieux, des rôles, des relations. Et les architectes peuvent avoir un rôle à jouer ici. Si ne serait-ce que dans la production et la reproduction de l'espace en tant que commun. Et je vais montrer quelques projets de communs urbains que nous avons initiés et parfois réalisés en tant qu'architecte depuis 2001, donc déjà depuis 20 ans. Mais nous ne les avons pas fait tout seuls. Donc, je vais parler du rôle des femmes aussi, sans nécessairement essentialiser, parce qu'on associe trop facilement les femmes à la reproduction, non? Donc, on verra que, voilà, donc on parle d'une reproduction complexe qui est justement une production en même temps. Et donc, ce sont eux qui sont les agentes. Donc, on s'est rendu compte, pour la plupart du temps, des processus de cette reproduction des communs. Et donc, quand je dis nous, c'est l'atelier d'architecture autogérée qui travaille depuis 20 ans sur une certaine urgence qui est celle de la réappropriation par les habitants de la ville, en commençant avec les quartiers dans lesquels ils travaillent. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est justement faciliter la création des lieux pour de nouvelles pratiques collectives et des communs urbains. Et ça, c'est notre premier projet, EcoBox, en 2001. Et c'était la réclamation, en effet, de l'espace de la Halle Pajol. À l'époque, il y avait un nombre d'artistes qui occupaient. Donc, nous avons fait une demande à la SNCF pour occuper une partie de la cour avec les habitants du quartier. Je ne vais pas rentrer en détail, donc c'était un système très simple de palettes qui, par leur configuration, faisait possible un aménagement, disons, paysager, jardin, mais on a toujours laissé aussi la moitié de l'espace libre pour avoir d'autres activités qui émergent. Et bon,
qui étaient des activités collectives. Et petit à petit, il y avait des groupes d'intérêt qui se sont formés sur des activités culturelles, des activités productives, des activités aussi de jardinage. Et on a toujours fait en sorte que l'espace reste ouvert, donc qu'il n'est pas approprié par la communauté de commoners, donc il reste public en partie, mais la gestion est faite par les habitants eux-mêmes. Donc, bon, c'est des différents moments de la vie d'EcoBox. Et donc, du coup, on a remarqué aussi la présence des femmes qui soutient aussi la présence des enfants. Et les situations dans lesquelles il y avait un passage de savoir-faire, un échange aussi culturel. Donc, on voit ici un groupe de femmes participant à la construction d'un nombre de modules mobiles, une fashion parade, avec les femmes du quartier qui font des vêtements, donc aussi un travail de documentation avec les enfants, mais en effet c'était plutôt les filles qui étaient intéressées. Et donc il y a eu un moment important donc, qui a été le moment quand on a été expulsé, parce que la SNCF a vendu la halle à la ville, et donc il y avait le projet qui maintenant s'est construit depuis, qui est le projet d'auberge de jeunesse, voilà. Et donc, nous, c'est ce qui nous intéressait, c'était de continuer cette activité. Et donc, du coup, beaucoup d'entre ceux qui utilisaient l'espace sont allés à la mairie, on a protesté en quelque sorte, et c'était un moment très important parce que parmi eux, il y avait des gens qui n'avaient pas de papiers, par exemple. Et donc, encore une fois, c'était des femmes et des hommes, mais avec un rôle important des femmes au moment qu'on a obtenu finalement un autre lieu. Donc, on a réinstallé le jardin et donc, encore une fois, les habitantes ont été importantes dans cette activité, à reproduire en quelque sorte le jardin et le projet qui était de l'autre côté de la rue cette fois-ci. Et cette capacité de résilience, je pense que, encore une fois, a été portée au féminin. Recommençant, replantant et redonnant encore une vie. On les a accompagnés dans cette histoire. Et donc, du coup, l'architecture a suivi un peu ou a intégré cette capacité de reproduction pendant déjà à pouvoir grandir dans le temps avec l'apport des habitants et en suivant un peu la dynamique sociale, mais aussi quand il a fallu réinstaller, donc tous les principes de construction ont fait possible cette réinstallation, le déménagement et la réinstallation. Donc on avait aussi un nombre de modules mobiles. Et donc en 2005, on a réinstallé le jardin, donc, qui était censé être temporaire, mais justement donc, il est devenu un jardin permanent nomade, parce qu'en 2008, on a dû quitter les lieux. Donc à ce moment-là, donc, notre atelier n'était plus impliqué. Donc c'était
le groupe d'habitants, donc d'usagers, qui ont, comment dire, assimilé le savoir de comment faire pour réclamer un autre espace. Et donc, ils ont obtenu un nouveau espace. Ils ont réinstallé le jardin, donc de nouveau le même équipement. Et en 2019, ils ont réinstallé de nouveau. Et il est toujours là. Et donc, voilà, il est devenu permanent. Et donc, notre architecture est devenue un peu comme un outil, une machine de guerre, en quelque sorte, qui a aidé ce groupe d'habitants qui a changé entre-temps à pouvoir approprier de l'espace dans la ville pendant une vingtaine d'années. Et donc, c'est ce qui est intéressant. Donc, et là, je mets ma casquette de chercheuse. C'est ce qui s'est passé avec les sujets de ce projet. Donc, nous les avons représentés comme lignes. La couleur représente le type d'intérêt et le type de groupe. Par exemple, jaune, c'est le jardinage. Bleu, c'est la culture. Il y a aussi le politique. Il y a aussi la gestion. Et donc, on voit toutes les personnes qui sont venues. Une personne, c'est plusieurs lignes avec tous les intérêts qu'ils avaient. Donc, au début, c'était nous, moi et mon partenaire Constantin Petcu, mais aussi nos étudiants, parce qu'on a travaillé avec les étudiants à l'époque. Pardon, je me suis... Et après... donc, il n'y avait rien, donc jusqu'à trouver le premier emplacement. Et après, il y a les habitants qui sont venus pour jardinage. Et il y a les artistes qui sont venus pour des activités culturelles. Et ainsi de suite, on voit un peu aussi les saisons. Et c'est ce qu'on voit. C'est le moment où on a fait des protestes pour demander un autre espace dans la ville. Et donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de politique. Donc c'est la couleur qui représente l'activité politique. Mais c'est ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup de gens qui étaient venus pour le jardinage ou pour la culture, pour je ne sais pas quoi, sont devenus politique à ce moment-là. Donc, il y a un peu l'émergence du sujet collectif politique du projet. Et c'est ce qu'on voit là. Ici, j'ai changé les couleurs, donc, et je représente le genre. Donc, bien sûr, le rose, c'est les femmes. Voilà. Voilà, le violet, c'est les femmes. Et c'est ce qu'on voit, c'est que beaucoup de résubjectivation, donc de changement justement d'intérêt, de transformation du sujet, c'est du côté des femmes. Et donc, encore une fois, on voit qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de femmes qui s'étaient ressujetties d'avant, mais certaines à ce moment-là, et qu'il y a une présence très, très importante dans les moments clés des femmes. Donc, c'est aussi, ça c'est une autre métaphore du projet, celle du rhizome et le fait que finalement, donc, comme vous avez vu, il y avait eu un projet mère qui a été transplanté. Donc, ce projet est devenu un projet en soi. Donc, on a travaillé sur cette capacité de la feuille, de la branche à reproduire de nouveau le projet. Et je pense que voilà, les femmes sont ça, sont ces racines-là dans le projet. Et ce projet a été pour nous-mêmes aussi une espèce de modèle à reproduire. Donc, on a nous aussi imaginé d'autres projets sur le même
avec les mêmes méthodes ou méthodologies et les mêmes logiques dans Urban, qui est vraiment une stratégie qu'on a commencée en 2008. On peut dire que c'est une stratégie de régénération urbaine, mais en effet, c'est penser différemment l'horizon des projets collectifs en essayant de pousser vers différents types d'activités, vers plus d'importance et de présence, et aussi sur une espèce d'utilisation permanente. Et donc, un des hubs collectifs, non éco-hubs collectifs, c'est l'Agrocité à Colombes, qui est, on peut dire, une unité d'agriculture urbaine et de résilience, on dit, qui a été installée en 2011, donc ça c'est une photo de 2013, dans le cœur d'un quartier de logements sociaux, d'un grand ensemble. Et donc parmi les activités, il y a eu beaucoup de partage de savoir, de la recherche, communication, donc il y a eu des activités économiques, et je vais aller un peu plus vite. Conférences et séminaires, c'est ce qui est très très important. Des ateliers transgénérationnels, mais aussi on voit que le hub était devenu très très important dans le quartier, une présence qui contrastait aussi avec et qui montrait, comment dire, qui mettait en vitrine en quelque sorte d'autres types de pratiques et de formes de production collective dans le quartier, et qui étaient gérées par l'association d'usagers avec nous. Et il y a eu une mère, donc c'est pour dire qu'on n'essentialise pas les femmes, parce qu'il y a eu une mère qui nous a délogés, qui nous a traités en justice, parce qu'elle voulait récupérer cet espace pour un développement, bien sûr. Donc, une mère qui avait aussi des relations très étroites avec les développeurs. Et donc, ça a été un scandale, et c'était un moment très important qui aurait pu finir le projet, mais c'était un moment où nous, on s'est rappelé la situation d'EcoBox. C'est pour ça que j'ai choisi à montrer ces deux projets, parce que c'était un moment de reproduction, justement, et un moment d'urgence aussi, où on a su mobiliser à la fois la capacité de l'architecture à intégrer cette flexibilité, la possibilité de se reproduire, mais aussi la capacité du collectif autour du projet à reproduire le projet. Donc, du coup, les gens se sont mobilisés. On a contacté le maire de la ville voisine, qui était une mairie communiste, à Gennevilliers. On a fait on a eu une campagne importante médiatique, et on a réussi à obtenir un autre espace. Donc, on a fait bien sûr des protestes. Donc, on voit aussi un peu la différence avec le protest d'EcoBox, beaucoup plus important. Et donc, on a réussi à négocier le stockage, une espèce de démolition intelligente, donc, pour pouvoir réinstaller l'Agrocité. Donc c'est ce qui est devenu.
transformée par une mère femme, quand même. Mais ça, c'est la mobilisation des collectifs d'usagers, donc encore une fois, beaucoup de femmes qui ont passé le savoir à leurs voisines. Et donc, on a reconstruit l'Agrocité, et elle est comme ça maintenant, en cœur d'îlot. C'est à Gennevilliers. Donc, on l'a ouverte en 2019. Mais c'est ce qui est très important, c'est qu'en ce moment, il y a 9 hubs urbains, donc il y a 2 à Londres et les autres sont en banlieue parisienne. Et donc, plutôt que de disparaître, le projet s'est multiplié. Et donc, cette idée de rhizome a fait vraiment son, son travail. Et donc, je pense que c'est bien de ne pas lâcher, justement. Et dans ce ne pas lâcher, les femmes ont été très, très importantes. Voilà. Merci beaucoup. Ça, voilà, en plus, c'est une belle phrase de conclusion. Alors, la règle du jeu, vous la connaissez. Normalement, la parole est à vous. Et on espère que vous ayez envie de vous en saisir. Sinon, pour des questions, au moins pour des remarques. Comme en plus, c'est une séance un peu de clôture, donc ça serait bien de vous entendre. En plus, on est très heureux que vous soyez là. On le dit à chaque fois, mais voilà, c'est toujours un plaisir renouvelé. Non? Ah. Attends, toi, j'ai fait du financement Covid. Oui, l'acte Covid. Bonjour, j'avais une première question assez terre à terre. Comment vous vous êtes pris pour financer le projet Air Urban? Puisque vous n'avez pas le soutien des acteurs politiques, j'imagine, enfin, de ce que vous avez dit. Oui, parmi les diagrammes qu'on a fait déjà au moment d'EcoBox, on montrait un peu comment l'architecture économique d'un projet comme celui-ci, où il faut toujours prendre en compte le travail volontaire, la valeur plutôt que les finances, la valeur du travail, la valeur aussi du travail de réparation écologique et de tout ça, pour pouvoir communiquer avec la ville et ceux qui, les administrations. Et donc, on a obtenu, les sites sont offerts par la ville pour plusieurs des projets urbains, donc ce n'est pas le seul. Mais pour construire, c'est toujours un mélange de travail volontaire, des financements de différents pots. Donc, il peut y en avoir un financement régional qui ne couvre jamais tout, départemental. Pour Urban, au début, c'était un financement européen aussi, donc un financement pour innovation écologique, de gouvernance écologique. Et parfois, il y a des petits financements municipaux. C'est compliqué, mais c'est intéressant. Je pense que si on peut parler d'une économie commune, je pense qu'une économie commune ou des communs devrait être une économie mélangée où on met du public, du privé et de la contribution volontaire de tous ceux qui vont à la fin bénéficier de ce lieu. Donc c'est comme ça qu'on a financé, mais c'est pas facile, mais c'est quand même important. Tous les projets novateurs à l'échelle des collectivités locales aujourd'hui sont effectivement des financements croisés. Alors j'imagine, là tu parles de régions, de départements, mais tout à l'heure je parlais de la Maison des Femmes. Bon, il y a des fonds privés et il a fallu créer une association
au sein de la structure hospitalière, alors ça a été un BINS absolument sans nom, mais pour pouvoir récupérer des fonds privés. Mais moi-même, je travaille au sein d'une collectivité, on va chercher de l'argent du côté de la politique de la ville, quand on est en quartier en politique de la ville. Alors bon, c'est beaucoup de commissions, de réunions, mais voilà, c'est 14 000 € par-ci. Après, il y a la région, là par exemple, il y a un appel à projet égalité femmes-hommes. Alors, des fois, souvent, ils financent les associations, pas les collectivités. Donc moi, je vais travailler avec des associations. C'est un projet qui est issu de la mission droits des femmes, mais qui va être financé par l'association, parce que c'est plus facile. Et puis, enfin voilà, c'est compliqué, mais... Oui, oui. Oui, il faut beaucoup d'imagination et apprendre à comment composer toutes ces sources. Et ça, c'est intéressant en soi, je dirais. Donc, et il faut le penser comme faisant partie de l'architecture. J'ai plusieurs questions, micro-questions. Tout à l'heure, Carla, vous avez parlé d'études, Clara, pas Carla. Non, mais parce que je suis arrivée en retard, donc j'ai noté très rapidement les... Non, et je me suis dit, non, c'était pas Carla. Bon, bref. Donc, vous avez parlé, Clara, de l'étude action. On parle beaucoup de recherche-action, et je me disais... Vous faites une différence entre la recherche-action et l'étude-action, et je me posais la question si dans le cas de Doina et de Constantin, je me posais la question si on peut nommer ça de l'étude-action également, puisque en étant sur place, forcément vous faites de l'étude, sans vouloir nécessairement faire de la recherche. Donc ça, c'est une question. Je ne sais pas si vous voulez que j'enchaîne, parce que je peux enchaîner ou vous préférez pas répondre. Et j'avais une autre question qui est presque... qui vous lie presque pareillement à Doina et Clara, sur la question de ce qui est la précarité des structures. Parce que je pense qu'il y a moins de précarité dans votre cas, Doina, et beaucoup plus de précarité dans les structures que vous avez montrées, Clara. Je pense au kiosque, avec la femme qui vient tout le temps là-bas. Et je me pose la question, ce kiosque-là, comment il peut être interprété sociologiquement parlant, parce que c'est quelque chose de tellement inexistant, et en même temps crée l'impression aux personnes qui viennent là-bas d'être comme un petit refuge, ou en tout cas comme un endroit qui leur permet de s'exprimer. Et enfin, une troisième et dernière question qui m'est venue à l'esprit en voyant cette image qui est absolument saisissante, l'image de Gennevilliers. Qui sont les gens qui s'agglomèrent autour de la Grossité? Est-ce que c'est les gens des grands ensembles? Est-ce qu'il y a des grands ensembles et les maisonnettes qu'on a pu voir dans les autres images, dans les endroits d'avant? Il y a un profil type ou non de l'usager? Alors, pour commencer, je pense que de ma propre expérience, je pense que l'étude-action et la recherche-action, est-ce qu'il y a une différence? Moi, je donne mon point de vue. J'ai l'impression que avant d'aller sur le terrain, forcément, on lit des études. Là, pour Clichy, par exemple, il y avait énormément d'études qui ont déjà été faites parce que Clichy, ça a déjà une histoire assez forte. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Misérables, mais... rien que historiquement, c'est assez fort dans le bas Clichy. Donc forcément, avant d'y aller, il faut savoir où est-ce qu'on va. Donc la recherche se fait déjà comme ça. Après, pour moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de différence entre l'étude et la recherche, ou alors je me trompe et je ne me suis pas assez renseignée. Mais forcément, avant d'aller sur place, il y a des études comme ça, des études urbaines, des études historiques, savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui a déjà été fait. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais pour moi, il n'y a pas forcément de différence entre une étude-action et une recherche-action. Voilà,
J'ai l'impression que c'était ça la question, globalement. Deuxièmement, le kiosque qui a été créé juste devant la maison du projet, c'est un kiosque qui a été fait justement pour la maison du projet. Et en fait, globalement, je ne connais pas très bien l'histoire de tous ces aménagements-là. Et je sais que là-haut, par exemple, et ici, les deux, qui sont la même, il y a une association et une SCOP, mais qui font partie de, c'est les mêmes personnes qui travaillent dedans, ont fait de l'urbanisme transitoire pour tester des choses autour de la maison du projet à Clichy-sous-Bois. Et il me semble, et c'est pour ça que je n'ai pas mis de nom sur la photo, il me semble que c'est eux qui ont construit cette petite maisonnette, et je ne suis pas sûre à 100%, mais en tout cas, elle fait partie d'un test d'usage autour de la maison du projet. Et à la base, en 2019, quand on est allé pour la première fois sur site, elle existait déjà. Et par la suite, il y a eu un autre aménagement qui a été fait juste en face, où c'était des bancs c'était pas vraiment des causeuses, mais c'était plus des bancs qui se répondaient. Et là, pour le coup, le fait que ce soit pas couvert, le fait qu'il n'y ait pas cet esprit un peu plus familial, cocon, c'était beaucoup plus les hommes qui allaient à cet endroit-là que les femmes. Je me posais la question, finalement, ce sont des endroits de rencontre pour tout le monde, non? C'est aussi, oui, ça peut complètement être des endroits, et ça peut aussi être complètement utilisé par des groupes d'hommes à n'importe quel moment. C'est un peu, mais c'est pour ça l'idée de tester les choses est quand même très importante pour voir si ça fonctionne ou non. Et là, pour le coup, je pense que c'est le fait que ça soit à proximité de la maison du projet, à proximité des différentes habitations, que ce soit aussi sur un sol plat, parce qu'en fait, cette petite maisonnette se trouvait juste en bas du mail du petit tonneau, qui du coup était une sorte de... En fait, c'était un peu une sorte de carrefour de toutes les zones. C'est-à-dire que cette petite maisonnette était devant le square, elle était devant une montée, devant l'autre montée qui amène vers l'arrêt de bus, donc c'était un peu un coin de rendez-vous. Et je pense que stratégiquement, le fait de tester des choses, en fait, on ne peut pas tester des choses sans étudier le terrain avant et faire des diagnostics sur est-ce qu'on le met là ou là ou là. Donc en fait, l'idée de l'avoir mise ici, je pense que c'était vraiment pour voir si le fait que ce soit à côté, un croisement, le fait d'avoir différents usages à cet endroit-là. La dame, par exemple, qui était là, me racontait que c'était hyper agréable de faire de manger sur place avec les enfants parce que c'était sur le trajet pour rentrer chez elle après l'école. Donc en fait, elle allait chercher les enfants avec toutes ses copines, et puis elles allaient donner le goûter. Et puis en fait, des fois, il faisait très très beau. Donc en fait, juste, il y en a 2-3 qui allaient acheter des choses, et puis en fait, elles mangeaient sur place le soir. Et des fois, il y a même des hommes qui les rejoignaient pour faire des barbecues. Enfin, c'était pas très légal, mais ils le faisaient quand même. Mais voilà, en tout cas, c'était cette idée qui peut être complètement appropriée, mais le fait de tester, parce qu'encore une fois, c'était de l'urbanisme transitoire. Donc j'espère qu'elle va rester. Je ne sais pas, on verra ça dans quelques années. Mais voilà. Et la troisième question, c'était plus pour vous, je pense. Mais en tout cas, c'est un beau projet en bas d'immeuble, très important aussi, les bas d'immeubles. Donc, pour revenir à la recherche-action, donc c'est ce que nous faisons et on l'a fait depuis EcoBox. On a toujours eu un projet de recherche, parfois financé, parfois non financé, qui suivait. On était conscient que c'est des projets expérimentaux, donc on a testé d'autres approches, des différents méthodes. À l'époque, en 2001, il n'y avait pas beaucoup d'architecture participative, donc on était parmi les pionnières. Et moi, entre-temps, j'ai publié un livre aussi avec mes collègues de Sheffield sur Architecture and Participation, donc c'était en 2005. Donc c'était vraiment le début de Participatory Turn. Le terme est devenu très commun aussi dans le langage institutionnel. Mais c'est ce que nous, on a voulu faire à l'époque, c'est de montrer qu'est-ce que ça veut dire une vraie participation. Donc, si on se rappelle les textes sur la participation dans les années 70, donc Shirley Arnstein, l'échelle de la participation, donc la vraie participation, donc sur l'échelle de la participation, c'est là où
les habitants, nous disons les participants, ont le pouvoir, ont un pouvoir de décision. Donc jusqu'à là, c'est de la manipulation, bon, il y a différentes formes jusqu'à arriver à avoir le pouvoir de collaboration. Et donc nous, c'est ça, c'est ce qu'on voulait en idéal, c'est d'arriver à imaginer des espaces qui sont gérés par les habitants, où ce sont eux qui décident. Et je pense que cette question de la gouvernance et de la gestion de l'espace, peut-être c'est quelque chose qui différencie ce type de projet avec des projets que tu as montrés, Clara, parce que dans ces projets-là, c'est des organisations qui se forment autour du projet et ce sont eux qui décident de comment l'espace est géré, ce sont eux qui deviennent les interlocuteurs de la ville. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu la communauté des commoners qui prend les décisions ici. Et quand on regarde ici, on se rend compte que c'est un bout de ville qui devient, qui est approprié par les habitants et ce sont eux qui vont prendre des décisions là. Bon, en réalité, c'est plus complexe parce qu'il y a toujours des négociations avec la municipalité. Donc, en l'occurrence, à Gennevilliers, la municipalité a une main forte maintenant sur le projet. Donc, c'est un peu bon, une tendance qu'ils ont peut-être cultivée pendant des années. Oui. C'est un peu ça le problème. Mais à Bagneux, donc, on a mis en place un système de gouvernance dans lequel la municipalité et nous fait partie d'un collège. Il y a un collège utilisateur et il y a un collège association. Donc, c'est assez complexe. Donc, pour répondre peut-être aussi à la troisième question, donc, qui sont les usagers. Au début, à EcoBox, c'était n'importe qui vient et qui veut devenir usager peut être usager. Donc, et donc, quand on a ouvert la porte, c'était les enfants africains qui jouaient dans la rue, qui sont venus, ils étaient les premiers usagers. Ça a été une surprise, mais on a commencé un travail d'éducation, justement civique, très très intéressant. À un moment donné, un des enfants a demandé à Constantin, en voyant qu'il ouvre des portes, voilà, des espaces, est-ce que tu as les clés de tout le quartier? Et Constantin a dit oui. C'est-à-dire, et tu peux les avoir aussi. Et donc, voilà, c'était un peu ça. Après, pour des projets plus complexes comme Urban, on a commencé à travailler avec les associations qui sont sur place et qui ont des intérêts. Et c'est normal. Ce hub était devenu un hub pour tout le quartier. On a établi des relations, des circuits courts. Donc, du coup, l'usageria s'est complexifié. Et donc, c'est d'ici qu'on a travaillé sur un modèle de gouvernance qui représente cette complexification. Et c'est intéressant, ça fonctionne tant bien que mal. D'avoir une association qui a plusieurs collèges. C'est presque comme un SKIC où tous les types d'usagers sont représentés, ils ont des votes, ils ont des choses à dire. Et donc, je pense que c'est très, très important de penser aussi des nouvelles formes de gouvernance et ne pas rester sur les formes de gouvernance avec lesquelles on est habitué, donc que ça soit voilà, gouverné par les municipalités, par le public ou par les squatteurs ou par, je ne sais pas, d'autres formes qui existaient jusqu'à là, mais je pense qu'on est à un autre moment où il va falloir penser des formes à être ensemble et à créer et maintenir et réparer ensemble.
peut-être prendre une dernière question ou remarque. Non. Bon, on va peut-être clore la soirée. Je remercie tout le monde. Donc, et juste une chose, comme c'est la dernière. Voilà. Alors effectivement, merci au public. Voilà, ça va vraiment. Et je voulais dire une chose quand même, parce qu'on l'a monté ensemble, mais franchement, merci à Fiona Medusa. Parce que sans elle, là, on n'aurait pas eu l'espace, effectivement, les moyens. Et voilà, et je tiens vraiment à le dire. Et puis tu peux clore si tu veux. Bon, c'est très très gentil, Antonella. Mais donc, le souhait que je souhaite avec Antonella, c'est pas juste de faire un one-shot cette année sur cette thématique, mais de le faire sur plusieurs années. Peut-être, là, on a lancé vendredi le prochain concours Minnie Mouse, qui va se faire beaucoup sur le territoire de Saint-Denis. Donc, s'il y a des étudiants, tapez Minnie Mouse 9. On est sur une mini fan zone nomade qui va être gérée par une association qui s'appelle Dessine-moi 24, qui est très ancrée à Pleyel et dans les quartiers, qui va être un terrain d'expérimentation et de recherche-action, je pense, intéressante qu'on va suivre parce qu'il va être réalisé à l'échelle 1 et il va aller de cité en cité. Et donc l'idée, c'est que ce cycle va nous amener, à Antonella et à moi, d'écrire le prochain Minnie Mouse 10. Donc 10, c'est quand même très important parce qu'on marque plus de 20 ans de concours. Et donc, tous ces entretiens, toutes ces rencontres qu'on a avec nos invités, et ces workshops et tout ça, vont nous aider à construire le prochain sujet. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et on espère vous retrouver en septembre ou octobre. On vous informera pour la prochaine qui ne sera pas à la Cité, mais qui sera sûrement à l'université. Ou peut-être à Saint-Denis, on verra. Et on recommencera en 2022, j'espère, un cycle de 3 rencontres à la Cité de l'Architecture. Merci beaucoup et à très bientôt. Moi, je propose des OPIF, des opérations publiques d'intervention féministe, voilà, je viens de l'inventer, pour faire de la démocratie, une vraie démocratie, et qu'on ait des territoires plus à égalité. Alors, il y a des expériences ici et là, et bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on a des maires femmes que les choses avancent. Voilà, donc oui, ça, c'est une question. Et il n'y a pas que les femmes qui sont féministes. Oui. Ah bah non, ça, c'est le cas. Voilà. Donc voilà pour les OPIF. Hein.